Si mon petit frère n'avait pas eu cet handicap, il aurait eu un scanner 10 jours plus tôt. Donc en fait, ils lui ont refusé le protocole du fait de son handicap. Ma maman, quand elle était enceinte, on lui a dit que mon petit frère allait avoir une trisomie. Et en fait, elle a décidé de le garder, malgré l'insistance des médecins de la pousser à avorter. Elle n'a pas voulu. Elle a voulu le garder parce que voilà, quand mon frère est décédé suite à ces nombreux dysfonctionnements, on va dire, qui ne sont pas des dysfonctionnements, mais qui sont beaucoup plus graves, ma mère, elle m'a dit ils l'ont eu finalement. Moi, c'est Jamila El Bekri. Mon petit frère, Mehdi El Bekri, était un peu souffrant, donc il avait de la fièvre, etc. Et ma maman a appelé le médecin des SOS médecins qui est venu à la maison. Donc il lui a dit lui a préconisé d'aller faire une radio le lendemain matin et puis de faire des bilans sanguins, etc. Ma maman, voyant que mon petit frère n'allait pas bien dans la nuit, elle décide de l'emmener aux urgences du CHU de Nancy-Brabois. Elle se dit que comme ça, ce sera plus rapide, on pourra faire tous les examens et puis il pourra être traité rapidement. Donc il arrive au CHU aux urgences, donc on lui fait une radio et on lui fait une échographie. On dit à ma maman qu'ils vont le garder et qu'en fait ça nécessite 3 semaines d'antibiothérapie. Ce qui a choqué ma maman au début, c'est qu'en fait mon petit frère, quand ils l'ont mis dans la chambre, ils l'ont attaché au lit. Ils avaient des appréhensions peut-être, j'en sais rien, mais... Ma maman leur a dit, mais vous avez attaché la perfusion au lit, comment je fais pour l'emmener aux toilettes, vous avez pas le droit de l'attacher. Donc après, ils ont daigné le détacher. Pendant plusieurs jours, ils ont donné que des antibiothérapies. Une antibiothérapie, ils ont toujours dit à ma mère qu'il fallait 3 semaines d'antibiothérapie. Donc ma mère, elle fait confiance au médecin. Donc on lui dit qu'il faut 3 semaines d'antibiothérapie. Elle laisse son fils pour qu'il soit soigné. Mais comme elle voyait que ça se dégradait, que la fièvre ne tombait pas... Elle a insisté pour qu'il y ait... Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas eu de prise de sang pendant 14 jours. Pas de bilan sanguin. Ma mère a insisté pour qu'il y ait un scanner. Il n'y a pas eu de scanner jusqu'au 27. Alors qu'il aurait fallu, d'après la littérature, faire des choses bien avant. Le 27 janvier, en fait, on nous appelle pour nous dire qu'on doit opérer Mehdi. Donc moi et ma maman, on se rend à l'hôpital avec ma sœur aussi. Et quand on arrive dans la chambre, mon petit frère est pas là, il est au scanner. Quand il remonte, en fait, on nous dit qu'il faut l'opérer en urgence. Ils ont emmené mon frère au bloc, donc ils ont fait une lourde opération. Il s'avère que, d'après mes recherches, je fais de la recherche et de l'enseignement, en fait, cette opération, c'est une thoracotomie. Est-ce qu'ils vous l'ont dit ou pas? Non, ils nous ont dit que ils devaient emmener mon frère pour... en fait, c'était pour faire une lobectomie, couper la moitié du poumon. Parce que, soi-disant, il avait un abcès qui avait doublé de volume, qui était passé de la taille d'un pamplemousse à celle d'un ananas. Donc... Qui vous ont présenté ça comme la chose à faire? Voilà, c'est ça. La seule option, on n'avait pas le choix. De toute façon, ils avaient décidé de faire ce qu'ils avaient envie. De toute façon, ils nous écoutaient pas et c'était, c'est de toute façon, on va contacter le juge. C'était déjà comme ça quand ma maman voyait que mon frère se dégradait et qu'elle voulait l'emmener ailleurs pour qu'il soit soigné. On l'avait déjà menacé en disant on vous le donnera pas. Voilà, ils ont injecté un produit à mon frère, on l'a vu avec les yeux révulsés, ils l'ont pris, ils l'ont mis sur le lit, ils l'ont emmené au bloc. La dame de la réanimation, après que mon frère soit après l'opération, et mon frère est hospitalisé en réanimation. Donc on est allé voir mon petit frère. Ma maman est ressortie, donc elle m'a dit l'état catastrophique dans lequel était mon petit frère. Donc foie qui fonctionne plus, rein qui fonctionne plus. Donc on y retourne le soir. Ils nous ont dit de garder espoir ce jour-là. Ils nous ont dit clairement qu'il faut garder espoir. Parce que quand on m'a dit son foie ne fonctionne plus, on peut pas vivre avec, sans foie. Donc j'ai dit mais si on peut pas vivre avec, c'est qu'il est condamné. On nous a dit non, il faut garder espoir. Et donc on repart à la maison. Et en fait on nous annonce la mort de mon frère dans la nuit. Dans la nuit. Quel jour? Dans la nuit du 29 au 30 janvier
2016. Donc, il a été déclaré officiellement mort le 30 janvier 2016 à 5h36 du matin. Est-ce que vous avez pu voir son corps après? Quand on est arrivé, il était déjà à la morgue. Donc on a pu voir, oui, là on avait le droit de le voir. On n'avait pas le droit de le voir avant, mais là on a eu le droit de le voir. Est-ce que vous avez été convoqué par le personnel médical pour avoir des explications sur ce Pas qui s'est du passé? tout. C'est moi qui ai contacté le professeur qui était en charge de mon petit frère pour lui demander des explications. Donc au départ, j'appelle sa secrétaire qui me donne un rendez-vous et ensuite elle me rappelle en me disant il préfère un entretien téléphonique. Donc moi j'ai dit non, il est hors de question. On vient avec ma sœur, il y a la mort de quelqu'un, donc on veut que vous nous receviez. Donc on est allé le voir. Donc il a dit des choses comme par exemple, si mon petit frère n'avait pas eu cet handicap, il aurait eu un scanner 10 jours plus tôt. Il aurait eu un scanner 10 jours plus tôt, mais ça n'aurait pas changé sa vision des choses parce que de toute façon, il ne voyait pas mon frère en réanimation avec un dans le thorax puisque mon frère l'aurait arraché. Sauf que leur protocole de soins, c'est réanimation pour tous les patients avec un ou plusieurs reins dans le thorax. C'est le protocole. Donc en fait, ils lui ont refusé le protocole du fait de son handicap. Quand il arrive le premier jour, ils font une radio et ensuite ils font une échographie. Et cette échographie, elle permet de diagnostiquer très clairement la pleurésie purulente. Le médecin de l'hôpital du CHU de Nancy, qui est un professeur, il est pneumologue et donc il pose le bon diagnostic. Lui il dit qu'il a posé le bon diagnostic. L'expert dit qu'il a posé le bon diagnostic. Mais nous, on nous a dit des choses. Nous, on nous a dit qu'il y avait un abcès pulmonaire et qu'il fallait les traiter par antibiothérapie. Mais eux, ils disent qu'ils savaient le premier jour. L'expert l'écrit aussi. Donc ça, c'est ce qu'ils ont mis dans le rapport, mais au début, ils vous ont pas dit qu'il y avait une pleurésie pulmonaire. Non. Donc, mais eux affirment qu'ils l'ont diagnostiqué très facilement le premier jour. L'expert l'écrit lui-même que le 5e jour, déjà, ça dégrade. Donc le 19, déjà, on voit une dégradation. Le 22, c'est pareil. Le 27, c'est pareil. On voit une dégradation progressive qui aurait dû les amener à réagir plus rapidement. Mais il n'y a rien qui se passe. Mais il s'avère que cette opération, c'est une opération qui s'appelle une opération de rattrapage. C'est écrit dans leurs propres documents, donc dans les thèses de mesdames Sandra Lavric-David et madame Valérie Ferrer. Donc ces deux thèses ont été réalisées au CHU de Nancy. Et donc il y a eu 51 enfants qui ont été sauvés. Mon frère, finalement, sa maladie, c'était une pleurésie purulente. Donc en fait, il fallait drainer sa plèvre dès le premier jour. Donc pour retirer le pus qui était contenu dans sa plèvre et donner des antibiotiques. Mais pas que donner des antibiotiques, parce que les antibiotiques ne peuvent pas traiter cette maladie. C'est comme un peu dans le cas d'une appendicite, par exemple. Vous avez l'appendicite, si on vous la retire pas, on sait très bien tous que y a une infection, il y a une péritonite et ça entraîne la mort. En fait, mon petit frère, c'est pareil. Il y avait du pus dans la plèvre qu'il fallait retirer en urgence et donner de l'antibiothérapie. D'ailleurs, dans leur thèse, dans la thèse de madame Sandra Lavric-David, il y a le protocole de l'hôpital qui dit très bien que quand on a une pleurésie purulente comme ça, un épanchement pleural cloisonné, il faut drainer en urgence. Et que la littérature était déjà unanime à l'époque, sachant que ces deux thèses répertorient des enfants hospitalisés dans cet hôpital d'entre 1999 et 2004. Donc en fait, le protocole est connu de l'hôpital. Il a été éprouvé. Et donc, nous, on ne comprend pas pourquoi mon frère a été traité différemment. Et pourquoi on a tenté de nous le cacher. On nous l'a clairement caché, parce qu'on nous a dit que c'était l'antibiothérapie qui allait le sauver. Dans le dossier médical, on a déposé une plainte parce qu'il y a des considérations. Donc en fait, ils ont traité mon frère en fonction de son handicap. On ne traite pas les personnes en fonction de leur handicap. On les traite en fonction d'une maladie et selon les données acquises de la science. Selon les données acquises de la science et selon ce qui est écrit dans la littérature médicale. L'expert judiciaire qui a été mandaté par la justice dit tout le contraire de ce qu'il y a dans
dans la littérature. On ne meurt plus de pleurésie en France ni dans les pays africains. J'ai trouvé des articles et des thèses de doctorat où il y a 4% de décès dans les pays africains et pour des personnes très âgées avec des comorbidités. Mon frère n'avait aucune comorbidité, il était jeune, il avait 16 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est décédé parce qu'il n'a pas eu le protocole de soins qui est unanimement reconnu dans la littérature. Tout ça a été fourni à la justice et au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien. Non, il n'y a pas d'enquête. Le problème, c'est que l'hôpital a fait un signalement. Le médecin qui avait mon frère en charge depuis 14 jours a fait une information préoccupante. Et il y a eu un signalement le jour même auprès du parquet de Nancy. Pour soi-disant protéger mon petit frère, pour qu'il puisse avoir les soins qui s'imposaient. Donc en fait, le médecin, dans son information préoccupante, ne parle ni du nom de la maladie, ni de ce qu'il a fait depuis 14 jours, ni de ce qui est prévu de faire. Il ne dit rien en fait. Il dit juste, voilà, la maman a refusé des soins, c'est pour lui donner des soins. C'est vrai ? Mais elle a rien refusé dans la mesure où on lui a proposé que de l'antibiothérapie et que lui-même le dit. Quand j'ai porté plainte contre lui au Conseil de l'ordre des médecins, il a signé de sa main. Il dit que il a fait de l'antibiothérapie et il ne faisait aucun doute d'après l'expert qui lui donne un alibi, qui dit qu'on ne savait pas quand drainer, alors qu'on sait très bien quand drainer. Il fallait drainer dès le jour où on a diagnostiqué cette pleurésie purulente. Une fois qu'on a été écarté, mon petit frère a été débranché, à notre insu. Pourquoi je l'affirme aujourd'hui, c'est parce que je suis chimiste, que je fais de la recherche et de l'enseignement, et que l'expert et le médecin qui a rédigé le compte-rendu d'hospitalisation disent que mon frère devait avoir 100% d'oxygène, et il a eu de l'air. Il a eu 21% d'oxygène, c'est ce qui est contenu dans l'air. Et d'après la littérature médicale que j'ai fournie également, c'est ce qu'on appelle le sevrage terminal ou le sevrage ultime, ou terminal weaning en anglais. Et c'est comme ça qu'on débranche les patients à l'insu de leur famille. C'est-à-dire que c'est comme si on lui retirait le tuyau de la bouche. On le remet à l'air en fait, on lui donne de l'air, c'est pareil. À partir du moment où il y a eu cette information préoccupante qui était concomitante à une hospitalisation, en fait la France a été condamnée en juin 2020. Il y a l'arrêt Innocence en danger et enfance et partage contre France qui dit qu'une information préoccupante concomitante à une hospitalisation, l'État est dans l'obligation de faire une enquête dans l'intérêt supérieur de l'enfant pour voir pourquoi il est mort. Parce qu'en fait, mon frère est décédé moins de 48 heures après ce signalement de l'hôpital. Il n'y a personne qui est allé voir dans quel état était mon frère, pour quelle raison il était dans cet état, quels étaient les soins qui devaient être donnés. Il n'y a personne. Et en fait, justement, cet arrêt dit que le médecin qui a émis cette information préoccupante doit être interrogé par la police et qu'on doit faire une enquête pour vérifier que le mineur a effectivement été protégé. L'État a l'obligation de faire des enquêtes dès qu'il a connaissance de la mort de quelqu'un. Là, on lui a dit qu'il y avait eu un problème. L'enfant, il décède 2 jours après. On a retiré toute autorité de soins à une mère. En toute logique, on fait une enquête pour ça. Il y a quelqu'un qui est responsable de son décès. Maintenant, aujourd'hui, on nous fait un non-lieu ab initio en nous disant « circulez, il n'y a rien à voir, il n'y a personne qui est responsable ». Oui, et donc pourquoi ma mère a subi un retrait d'autorité parentale partielle que sur les soins? Et pourquoi on nous a empêché de voir mon frère dans les derniers instants? C'est ça la question. On a eu un signalement qui est mensonger, abusif, où le parquet de Nancy, qui n'est pas une autorité judiciaire indépendante, a retiré toute autorité de soins à ma mère sans aucun motif, alors que c'est une autorité qui n'est pas compétente, c'est pas un juge. Sans aucun motif, on retire toute autorité de soins. Le 28 janvier. L'hôpital demande, le 28 janvier, demande une ordonnance de placement. Le 28, ils l'ont. Quelques années plus tard, on demande à l'hôpital le dossier médical, parce que comme notre plainte a été classée sans suite, donc on a dû apporter des nouveaux éléments, donc on écrit à l'hôpital pour avoir le dossier, etc. Le 19 juillet 2020, l'hôpital fait une plainte. Le 19 juillet 2020, il y a un SOI transmis qui dit qu'on doit être interrogé par la police. Et on nous demande d'arrêter.
On nous prend nos empreintes et nos photos. En fait, c'est un total refus d'instruction. C'est-à-dire que d'informer, c'est totalement illégal. C'est-à-dire que quand on dépose une plainte pour des faits criminels, parce qu'on a quand même déposé une plainte pour assassinat, parce que quand on débranche un patient, d'autant plus mineur, hors du cadre légal de la loi Leonetti, c'est un assassinat en France. Donc nous, on a déposé plainte pour assassinat, avec acte de torture et de barbarie, dans la mesure où on a laissé mon frère pendant 14 jours sans soins adaptés, et qu'ensuite, on nous a écartés pour le débrancher, sans rien nous dire en fait. Pourquoi l'hôpital dit que c'est pour lui donner des soins, et qu'en fait on le débranche? Donc moi j'ai même des doutes sur la date et l'heure du décès. Il n'y a personne qui est allé voir dans quel état mon frère était, alors que c'était une obligation. C'était une obligation. L'enquête aurait dû avoir lieu sans qu'on ne dépose aucune plainte. L'enquête aurait dû avoir lieu il y a 7 ans. Là, aujourd'hui, je suis au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Et j'ai des entraves dans ce que je veux, quand je veux, voilà, pour avoir gain de cause. Juste pour avoir une enquête qui aurait dû être ouverte il y a 7 ans. Je subis des pressions et c'est pas normal. Le dossier médical, on nous a demandé d'arrêter d'entrer en contact avec les médecins de l'hôpital, sauf que les médecins de l'hôpital, le devoir d'information d'un médecin ne s'arrête pas avec la mort du patient. Le devoir d'information est dû à la famille. Donc, ça, on me le refuse. On dépose une plainte simple, classée sans suite, sans aucune investigation, alors qu'il y avait des obligations positives de l'État. Mon frère était sous protection judiciaire de l'État, dans la mesure où on nous a écartés à la fin, sous des motifs mensongers. Moi, ce que j'ai demandé à la justice, c'est de récupérer la liste des patients qui ont eu la même maladie entre 2004 et 2020 et aujourd'hui, 2022, et comparer comment ils ont été traités par rapport à mon petit frère. Ça, la justice ne veut pas le faire. J'apporte des éléments factuels, donc des thèses de l'hôpital, j'ai des attestations de témoins de profs de fac, de chercheurs au CNRS, d'une docteure en chimie. J'apporte tout ça, et en fait, il n'y a rien qui se passe. Ils vous répondent pas en fait En fait, il y a eu, j'ai l'arrêt qui nous a été rendu là. C'est écrit qu'il n'est pas nécessaire de saisir le dossier, qu'il n'est pas nécessaire d'interroger le médecin, sauf que la France a été condamnée pour ça, qu'il n'est pas nécessaire d'aller chercher le protocole de l'hôpital, parce que l'expert a dit ça et ça. Donc aujourd'hui, je suis en cour de cassation et au Conseil d'État. Il n'y a aucune enquête sur la mort d'un enfant, alors qu'ils avaient l'obligation depuis 7 ans. Il y a l'hôpital de Strasbourg, par exemple, le CHU, il y a un documentaire qui est très bien fait, qui s'appelle CHU de Strasbourg, l'art du camouflage, qui montre bien que les familles ont d'énormes difficultés à récupérer les dossiers et en fait, en général, on incrimine les familles et les patients eux-mêmes en cas de faute. Donc en fait, l'hôpital ne reconnaît jamais une erreur, il va incriminer la famille ou le patient lui-même en disant le patient n'a pas fait ce qu'il fallait. D'ailleurs, le professeur Christian Maresco l'explique très bien dans ce documentaire. Et lui, il était interne dans l'hôpital de Strasbourg, donc il sait très bien ce qui se passe. Il sait très bien ce qui s'y passait. Et en fait, on se rend compte que ça, c'est systémique, que ça se passe dans de nombreux hôpitaux. C'est pas qu'à Strasbourg. Ça fait peur d'aller à l'hôpital aujourd'hui, parce qu'on se dit, les médecins peuvent faire de nous ce qu'ils veulent.